voilà, je le dis simplement, si un jour je suis ministre de l'Éducation nationale en France, le premier truc que je ferais, tu vois, c'est pour ça que pour moi, Gabriel Attal, c'est vraiment un connard absolu. Et ces gens-là, moi, j'ai envie de les foutre dans une grotte et les affamer pendant 27 jours. Enfin, tu vois. Parce que le gars, il va te parler de l'IA, de l'importance de l'IA, que la France est en tête sur les IA. Et c'est vrai que la France est à un beau niveau sur les IA. Mais la première chose à faire, tu es ministre de l'Éducation nationale, tu dis, OK, il y a les maths, il y a le français, c'est deux matières fondamentales, etc. pour la construction. Et la troisième matière, c'est la techno. Et la techno, en quel sens? La techno, c'est que ça fait 30 ans qu'on est des barbares des réseaux, ça fait 30 ans qu'on prend les vagues et les tsunamis d'innovation technologique. On n'a jamais appris à utiliser correctement un réseau social, on n'a jamais appris à utiliser correctement un moteur de recherche et à comprendre comment sont faits les classements. On ne sait pas apprendre aux gamins les bons jeux vidéo, c'est-à-dire que les jeux vidéo qui émancipent, qui te construisent à des jeux vidéo extraordinaires, qui développent l'imaginaire, qui développent des capacités de spatialisation, qui développent des apprentissages de créativité. Tu vois, je pense à Zelda où tu es obligé d'avoir de la créativité pour résoudre certaines énigmes, Bon, ces jeux-là, ils construisent les gamins. Ces jeux-là, ils sont intéressants. Il faut les passer. Moi, je fais jouer ma fille à Zelda parce que elle a des soucis en maths et ça l'aide à structurer et avancer, à comprendre des processus, à suivre des courbes d'apprentissage. Et c'est très utile. Si par contre vous la laissez jouer au jeu de la pastèque, à 2048, à Candy Crush et à toutes ces merdes-là, c'est juste des boucles de dopamine qui s'activent et ça lui détruit le cerveau. Et ben ça devrait être appris à l'école, tu vois. Qu'est-ce que c'est qu'une courbe d'apprentissage dans le jeu vidéo, comment c'est construit, et de comprendre à quoi tu joues, tu vois. Aujourd'hui, l'IA arrive à grande vitesse. Il faut apprendre aux gens à utiliser l'IA, à prompter, comment tu promptes correctement, comment ça fonctionne, tu vois. Et dès la sixième, et tu passes 3 heures par semaine à apprendre ça aux gamins, tu vois. Et là, tu construis des citoyens émancipés. Et là, tu construis des citoyens qui ne sont pas aliénés au cycle de dépendance des technologies, parce qu'on n'a pas parlé de ce que font les GAFAM sur les plateformes. C'est très simple ce que font les GAFAM sur les plateformes. Elles maximisent la durée que vous allez passer sur la plateforme, puisque ça permet de générer le maximum de pubs. Pour maximiser la durée passée sur la plateforme, donc maximiser le profit pour eux, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles utilisent tous les biais cognitifs existants dans un esprit humain. Donc ils utilisent depuis 30 ans, peut-être vous le savez, mais je vous le redis si vous ne le savez pas, des neurologues, des psychologues, des psychiatres, des behavioristes, des comportementalistes, et ils regardent tous les biais possibles qu'on peut utiliser pour vous rendre dépendant et maximiser le temps que vous passez sur une plateforme. Donc ils designent, ils appellent ça designer la dépendance, quoi, de façon extrêmement consciente, intentionnelle. Et là, on peut parler vraiment de... Par exemple, il y a la boîte de Skinner, vous savez, c'est cette histoire de ce comportementaliste américain qui, en 1920, faisait avec des pigeons et des rats, comme ça, il les mettait dans une boîte. Vous connaissez le truc? Qui connaît la boîte de Skinner? Toi, ça, voilà. Et ben, s'il y avait, j'étais ministre de l'Éducation nationale, et si tu avais suivi les cours de techno, et ben, tu saurais ça. Pourquoi? La boîte de Skinner, c'est un des plus grands outils existants aujourd'hui pour vous aligner aux plateformes. Qu'est-ce que c'est la boîte de Skinner? Le gars, il a trouvé un truc génial, quoi. Ouais. Enfin, génial dans l'horreur et le cynisme, quoi. Donc le gars, il avait des pigeons, il a utilisé beaucoup les pigeons. Donc tu as une tirette, tu as une cage avec une tirette. Et quand il appuie la tirette, tu sors un bâton de nourriture pour le pigeon. Ok? Donc il fait un test pavlovien très simple. Donc chaque fois que le pigeon appuie, on va dire, il sort 2 bâtons. Donc le pigeon, il appuie, il prend 2 bâtons, il les mange. Le pigeon réappuie, il prend 2 bâtons, il les mange. Ok, quand il y a ça, le pigeon, il s'autorégule, il sait quand il appuie. Et il mange à peu près normalement. Comme votre chat quand vous laissez les croquettes, tu vois, c'est à peu près pareil. Et tout d'un coup, le gars, il a cette idée complètement tordue, perverse. Il dit, mais on va faire un truc. Des fois, quand on va appuyer, le pigeon, il aura 0 bâton, puis deuxième fois 0 bâton, puis après, on va lui donner 10 bâtons, puis après 8, puis après 2, puis après 3 fois 0, puis après, tu vois, on va rendre la rétribution aléatoire. Et on va voir ce que ça donne. Tu vois, des mecs, il faut être tordus quand même. Faut faire... Et il fait ça, et il se rend compte que les pigeons, ils deviennent totalement frénétiques, ils appuient en permanence sur la tirette, quoi, tu vois. Ils n'arrivent plus à se réguler, ils se rendent dans une espèce d'hystérie, tu vois, de truc. Après, il y a plein de raisons sur l'évolution, on pourrait parler de pourquoi c'est ça, et pourquoi, je pense que c'est lié à la cueillette, à la chasse, au caractère totalement aléatoire de la récompense quand tu vas chasser et cueillir, et que c'est ancré dans l'évolution, je pense, biologique des espèces. Et quand tu fais ça sur l'espèce humaine, tu fais les machines à sous de Las Vegas, c'est-à-dire que tu es là, tu tires, 0 pièce, 0 pièce, 0 pièce. 2 pièces. Et là, waouh, tu retires 10 pièces. Waouh, waouh. Et tu vas faire 15 fois 0 pièce, mais parce que la 16e, tu as des pièces, tu continues à le faire. C'est-à-dire que le caractère aléatoire de la rétribution, de la récompense, crée une addiction prodigieuse sur l'esprit humain. Et en fait, tout est construit comme ça, quoi. Tu vois, quand vous recevez votre fil de notifs, il y a 3 notifs qui sont aucun intérêt pour vous, tu as envie de décrocher de la plateforme, puis la 4e notif, elle est intéressante. Et puis le 5e message, il est cool, il est vraiment cool.
Et après, tu as 3 trucs pourris. Mais il y a un 7e message qui, tu vois. Et ça te maintient dans la plateforme mieux que n'importe quoi d'autre. Je te prends Tinder, c'est pareil, quoi. Tu vois, je te parle et je te le fais en mode hétéro masculin. Tu regardes, ils vont te filer une bombasse dès le premier truc, qui généralement est même pas sur la plateforme. En réalité, c'est des images qui t'ont été mises. Cette nana, tu feras jamais aucun match avec elle parce que elle est pas, elle n'existe pas, ou c'est même un deepfake, ou je sais pas quoi. Mais toi, tu fais waouh, c'est génial. Alors, tu commences à t'exciter, à dire match, machin, tu vois. Puis t'envoies 3 tons. Tu vois? Et tu regardes, tu passes, et puis t'envoies une bombasse. Et 3 tons. Je fais exprès d'être bourrin, excusez-moi les filles là-dessus. Mais voilà, c'est l'idée. Tu vois? C'est-à-dire que on suscite ton désir, on l'éteint, on le suscite, on l'éteint, on le suscite 2 fois, on le rééteint. Et ce caractère aléatoire, c'est fait que tu vas swiper. Tu vois? Voilà, c'est pareil pour les. Je peux vous faire la chose inverse avec les mecs et les filles. Enfin, voilà. Donc, ça, qui vous l'apprend? Moi, je l'ai appris en lisant des livres, j'ai appris. C'est extraordinairement utilisé dans toutes les plateformes, ce phénomène-là. Bah, apprenons-le aux gens. Voilà. Tu vois? Le fear of missing out, le désir de complétude, il y en a plein des biais. Tu vois? Il y en a 50 au moins utilisateurs. Donc c'est ça qu'il faudrait faire. Donc éduquer. Mais l'éducation nationale va mettre énormément de temps à faire ça. Donc il faut s'auto-éduquer, il faut s'entre-éduquer, il faut que les parents éduquent leurs enfants, il faut que les enfants éduquent leurs parents, il faut qu'entre potes on s'éduque, etc. C'est-à-dire qu'il faut le faire de façon immanente. Et voilà, moi je dis toujours, moi mes potes, je le vois, mes potes parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent à leurs gosses quel film il faut voir et quel livre il faut lire. Voilà, on est à peu près bon sur l'éducation de ces 2 trucs-là. Regarde telle série télé, regarde tel long métrage, regarde pas cette merde, et en gros, lis ce type de bouquin. Et on se dit, ça y est, on a fait notre boulot de parents, on est fiers en tant que bobo, tu vois. Quel parent apprend les réseaux sociaux à ses enfants en disant, attention sur Insta, l'algorithme il est fait comme ça, attention sur Facebook il est fait comme ça, attention l'algorithme de Clash, de Twitter, ça produit ça, attention, tu vois. Voilà. Souvent, c'est même les enfants qui en savent plus à la rigueur que les Ouais, parents. et de façon un peu, enfin, tu vois, un peu. Et pareil sur les jeux. Quel parent apprend les bons jeux? Tu vois? Les parents ils disent, tu joues ou tu joues pas, et c'est tout. Oh, t'as passé trop de temps sur la tablette. Mais on s'en fout du temps passé sur la tablette si c'est un jeu vraiment intéressant qui développe l'esprit de l'enfant. Par contre, si tu passes 10 minutes sur Candy Crush, et ben moi je préfère t'enlever la tablette tout de suite, quoi, tu vois? Parce que t'es en train de te flinguer, tu vois? C'est pas une question de temps passé, c'est une question d'intérêt de ce que tu fais sur le jeu vidéo, quoi. Qui fait ça? Quel parent fait ça? Vous connaissez des parents qui font ça? J'en connais 1 ou 2 peut-être, tu vois. Donc, on n'a pas fait le boulot. Voilà. Et ça fait 30 ans que ça dure. Donc, si on se remue pas, bah, ça va être. Donc, ça, c'est une vraie possibilité qu'on a de le faire, quoi. Ouais.